Avec la récente performance des crypto-monnaies et surtout Bitcoin, le sujet est de nouveau sur toutes les lèvres. Et quand je dis toutes les lèvres, ça concerne les particuliers, certaines entreprises, certains États également, et de nouveau, les médias mainstream. Le discours n'est plus le même qu'en 2013, 2015 ou encore 2017 quand il était tout nouveau pour beaucoup de monde. Aujourd'hui, ce sujet s'impose à nous et il est important d'avoir une communication, du moins juste, vis-à-vis de cette innovation et de ce qu'elle est en train de changer dans le monde que nous connaissons aujourd'hui. Il y a quelques jours, il y a eu une intervention sur France 2 qui parlait justement des crypto-monnaies. Et cette intervention a suscité énormément de réactions de la communauté. Des réactions plutôt clivantes, des fois peut-être trop clivante, mais la question n'est pas là. Ce sujet est devenu si important et central dans différents débats, notamment le débat économique, qu'on se doit d'être juste quand on l'aborde et d'essayer de traiter au mieux, ou du moins avec un angle factuel, les informations qu'on va délivrer à une audience. C'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais vous avez été nombreux à m'envoyer ce passage et à me demander mon avis. Je vais donc revenir sur ce dernier, point par point, et vous dire non seulement comment je le ressens, mais également qu'est-ce qui n'est pas correct quand il y a une erreur à soulever. Ce marché de la crypto-monnaie inquiète, intrigue, il fascine les plus jeunes. En France, 12% des Français détiennent des bitcoins et autres cryptos. Vous êtes peut-être perdu face aux discussions que vous imposent vos adolescents. Alors, pour aller plus loin ce soir, question-réponse avec Axel de Tarlet. Il y a déjà dans cette introduction d'intervention et dans la mise en contexte un problème. Ce ne sont pas vos adolescents qui amènent ce sujet dans le débat public, mais bel et bien le nouveau président élu de la première puissance mondiale. C'est la réaction d'Alexandre Stachenko sur les réseaux sociaux, un acteur bien connu de l'écosystème crypto, qui met le doigt justement sur le fait que non, les crypto-monnaies ne concernent pas que les plus jeunes. Quand on regarde la composition et l'âge, en tout cas l'intérêt des différentes personnes qui me regardent sur les réseaux sociaux, la moyenne d'âge se situe autour des 35 ans. Il est vrai que dans les dernières années, elle s'est un peu rajeunie, mais depuis 6 ou 7 ans que je traite ce sujet, la moyenne d'âge des personnes qui s'intéressent aux crypto-monnaies était plutôt autour des 40. Il est important de prendre du recul et de se poser les vraies questions basées sur un échantillon représentatif des personnes qui portent de l'intérêt pour les crypto-monnaies. Aujourd'hui, je suis suivi par un peu plus d'1 million de personnes sur les différents réseaux sociaux et ça représente une part importante de la communauté francophone qui s'intéresse aux crypto-monnaies. La réalité, c'est que la blockchain est une surcouche technologique et les crypto-monnaies ont différents usages. Des usages qui s'adressent parfois aux plus jeunes, mais également à différents types de personnes, à différents types de professions et différents types d'usages. Que ce soit Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, voire même la technologie blockchain sur laquelle il repose, c'est un sujet qui concerne aujourd'hui les États, les particuliers, qu'ils soient investisseurs ou utilisateurs, les grandes entreprises et même les plus gros fonds d'investissement de ce monde. Introduire le sujet en expliquant que les crypto-monnaies, c'est un sujet qui intéresse les jeunes est faux, puisque ce n'est qu'une petite part des personnes qui sont concernées par les crypto-monnaies. Bonsoir Axel. Bonsoir Laurent. Un petit rappel concret, c'est quoi un bitcoin? Alors, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de pièces, inutile d'en chercher au distributeur. Le bitcoin est une monnaie virtuelle. Il est important de préciser qu'Axel de Tarlet a déjà abordé le sujet des crypto-monnaies il y a à peu près un an dans l'émission C'est dans l'air, avec des propos qui disaient que les crypto-monnaies ne reposaient sur rien, avec un ton satirique qui accompagnait le discours et sa présentation. C'est une monnaie qu'on peut acheter sur Internet uniquement. C'est surtout une monnaie qui est sans État. Et c'est ça qui plaît d'ailleurs à Donald Trump et à Elon Musk. Vous savez, qui se méfient un peu de l'État. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de réglementation. Alors c'est un peu le Far West, le Bitcoin. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. La première partie sur le fait que Bitcoin, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de billets, c'est de la vulgarisation, on s'adresse à un grand public et en effet, quand on tombe sur des personnes qui ne connaissent pas du tout le sujet et qu'on doit expliquer et vulgariser très simplement en très peu de temps, on doit prendre certains raccourcis et je pense qu'on doit savoir le concéder. Par contre, il y a une association directe qui est faite entre Donald Trump, Elon Musk et ceux qui se méfient de l'État vis-à-vis des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies est une surcouche technologique. Une technologie se doit d'être abordée avec une certaine neutralité car c'est un outil. Et c'est ce que les gens vont en faire qui vont finalement définir la pertinence ou non de ce dernier. Le fait d'associer tout de suite à un parti politique une personnalité qui peut avoir une position clivante ou encore une catégorie de personnes qui vont se méfier ou non de l'État à cette fameuse technologie vient tout de suite suggérer une certaine position que l'on doit adopter vis-à-vis des crypto-monnaies et de l'utilisation malhonnête que l'on pourrait en faire. Attention, il est vrai que Donald Trump et Elon Musk soutiennent particulièrement les crypto-monnaies, mais réduire les crypto-monnaies à ça, c'est soustraire de l'équation des personnalités bien différentes avec des points de vue beaucoup plus nuancés qui elles aussi utilisent et soutiennent les crypto-monnaies. Il n'y a pas de réglementation, les crypto-monnaies c'est le Far West, c'est faux. Nous ne sommes plus en 2013, on est dans l'un des pays au monde où la réglementation sur les crypto-monnaies est l'une des plus strictes et d'ailleurs avant-gardiste puisqu'elle inspire carrément la nouvelle réglementation européenne MiCA qui va harmoniser tous les pays d'Europe. En France, quand vous voulez proposer des services sur actifs numériques et que vous êtes une entreprise, vous devez vous enregistrer auprès de l'autorité des marchés financiers pour devenir PSAN, prestataire de services pour actifs numériques. Les entreprises qui sont enregistrées ont des obligations qui sont particulièrement lourdes, comme les institutions financières, que ce soit en termes de lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Ces entreprises vont appliquer des processus qui sont lourds, des outils qui sont
complexes et qui sont notamment encore plus complets de par la double surveillance des flux financiers du monde traditionnel et des monnaies fiduciaires, mais également des transactions on-chain, c'est-à-dire des différentes transactions sur les réseaux de crypto-monnaies. Je vous mets au défi d'ouvrir un compte sur une plateforme française régulée et vous verrez que ce n'est pas moins laborieux que d'ouvrir un compte en banque. Pourquoi ? Parce qu'il y a des procédures de sécurité et qu'il y a des règles qui sont appliquées, suivies et surtout contrôlées par le régulateur. Et si certaines personnes aiment encore dire qu'il y a du blanchiment d'argent sur les crypto-monnaies, sachez qu'il y en a sur toutes les monnaies du monde, mais toute proportion gardée, le blanchiment d'argent sur Bitcoin est 10 fois inférieur au blanchiment d'argent sur une monnaie comme l'euro ou le dollar. Et nous parlons ici de la France et de l'Europe et des règles financières, mais il y a d'autres règles en termes de communication, de marketing, de flux financiers, de protection contre les abus de marché, ou encore des régulations à l'international qui viennent se coupler aux obligations que nous avons déjà dans notre propre pays. Les institutions régulées qui proposent des services sur les crypto-monnaies sont même tenues par certaines obligations que les établissements de crédit n'ont pas. On peut toujours mieux faire et on peut toujours mieux cadrer un écosystème, mais le Far West n'est absolument pas un terme adapté pour parler du cadre actuel des crypto-monnaies. Si vous n'avez pas, pour ceux qui n'ont pas confiance dans l'État, qui s'en méfient, du coup, ils sont très tentés de mettre leurs économies en Bitcoin. Alors pourquoi aujourd'hui on en parle beaucoup plus qu'il y a quelque temps? Alors on en parle, on va voir la courbe, elle dit tout. Ça c'est la courbe du Bitcoin. Voilà, qui s'est envolée depuis l'élection de Donald Trump, plus 50%, mais même en 5 ans, le Bitcoin a été multiplié par 13, donc il y a des fortunes considérables qui se sont faites. Mais alors attention, parce que le Bitcoin, il a énormément monté, mais dans le passé, il a aussi énormément baissé. Il a eu des chutes vertigineuses. Il est vrai que Bitcoin est très volatile. Et dans le passé, il y a déjà eu des valorisations très fortes et également des dépréciations du cours violentes. La réalité, c'est qu'à travers les années, Bitcoin est de moins en moins volatile. S'il a quitté les 200 $ pour atteindre les 20 000 $ en 2017, il a quitté les 3-4 000 $ pour atteindre 60 000 $ en 2021. Et dans les derniers mois, il est parti d'un plus bas autour des 15 000 $ pour atteindre aujourd'hui presque 100 000 $ à l'heure où je vous parle. La réalité, c'est que plus il y a de volume, plus il y a d'usage, plus il y a de personnes qui en détiennent et qui en achètent dans le monde, moins ces multiples sont impressionnants. Comme tout actif, le fait qu'il y ait peu de volume et peu de personnes qui l'intéressent augmente encore plus l'impact qu'un simple acheteur ou vendeur va avoir sur le cours. Il s'agit de la loi de l'offre et de la demande, et plus l'actif va être mature, plus il y aura des volumes, plus il y aura une certaine vélocité, moins un simple acheteur ou vendeur n'aura d'impact sur son prix. Il est donc normal que certains jeunes actifs soient très volatiles, mais quand on dézoome et qu'on regarde l'évolution de Bitcoin, il l'est de moins en moins avec le temps. Je vous affiche à l'écran une courbe de l'évolution du prix du Bitcoin à travers le temps. Et vous pourrez constater par vous-même que la volatilité se réduit de plus en plus. Mais il est vrai que l'on peut reconnaître des cycles, et quand il y a une valorisation soudaine poussée par de l'euphorie, il y a naturellement des corrections. Un cycle qui jusqu'à présent suit le tempo d'un événement mathématique bien connu de l'écosystème, le halving day. Bien entendu, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et investir comporte des risques, notamment dans les crypto-monnaies. Même si cette volatilité s'atténue, elle est toujours très importante aujourd'hui, et il est vrai qu'on ne doit pas investir le moindre centime que l'on n'est pas prêt à perdre. Malgré tout, il est important de savoir prendre du recul et de regarder concrètement l'évolution du prix du Bitcoin. Il a aussi énormément baissé, il a eu des chutes vertigineuses. C'est pour ça que la Banque Centrale Européenne déconseille aux Européens d'investir dans du Bitcoin, étant donné sa forte volatilité. La Banque Centrale Européenne n'a pas mandat à conseiller ou déconseiller un actif financier. Elle doit garder une position neutre vis-à-vis des marchés. Tout comme ça pourrait nous penser impensable d'avoir la Banque Centrale qui nous déconseille d'investir dans LVMH ou dans l'action de Peugeot. L'ESMA, l'autorité européenne des marchés financiers, ou encore l'autorité des marchés financiers en France, peut communiquer sur les risques et éduquer les particuliers vis-à-vis de la volatilité de certains actifs ou des arnaques qui existent dans le monde financier. Mais ce n'est pas à la Banque Centrale Européenne de le faire. La Banque Centrale Européenne, parce qu'à sa tête, il y a une certaine Christine Lagarde qui sait de quoi elle parle. Elle a révélé dans la presse que son propre fils avait perdu la quasi-totalité de ses économies en investissant dans ces crypto-monnaies. Elle lui avait déconseillé de le faire. Il l'a fait quand même. Il a quasiment tout perdu, a dit. Encore une fois, on en revient sur de l'infantilisation, sur de les crypto-monnaies, c'est pour les jeunes, c'est dangereux pour eux, attention, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. La deuxième chose, Christine Lagarde sait bien de quoi elle parle, parce que son fils a perdu de la crypto-monnaie. Et c'est la présidente de la Banque Centrale Européenne qui communique pour donner cette image. De la même façon, je suis très curieux et je vous demande de vous poser la question de savoir ce qu'elle aurait communiqué si son fils avait multiplié par 5 son capital en investissant dans les crypto-monnaies. Il y a quand même très peu de chances qu'il y ait une prise de parole publique qui soit venue le révéler. Tout autant que ça vous paraîtrait choquant qu'elle explique que son fils a gagné beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies, c'est déplacé de donner une position inverse vis-à-vis de l'importance qu'elle occupe dans la Banque Centrale Européenne, qui plus est, qui n'a pas à prendre ce genre de position. Mais c'est pas tout, il y a beaucoup de problèmes dans cette forme de communication. Que ce soit l'argument d'autorité, qui invite l'audience à avoir confiance en son jugement, l'appel à l'émotion, où ça touche quelqu'un de jeune qui a quasiment tout perdu, une généralisation abusive, car même si l'histoire de son fils est vraie, on ne peut pas juger un actif
une technologie, un marché à une occurrence d'investissement. Encore une fois, c'est tout autant un problème de fond que de forme d'avoir une figure d'autorité qui prend la parole sur une chaîne publique et qui s'adresse à une audience aussi peu éduquée afin de façonner leur a priori. Et ça manque évidemment de neutralité et ça donne une connotation négative au sujet que sont les crypto-monnaies. Placement à risque donc. Oui, placement à risque, c'est vrai, et il faut être capable de le reconnaître. Pour le coup, c'est une réalité. Les crypto-monnaies sont des actifs volatiles et ce sont des placements qui sont particulièrement risqués de par la capacité que ces crypto-monnaies ont à prendre et à perdre de la valeur. Alors, le printemps à Paris a décidé, c'est un petit coup de marketing, d'accepter le Bitcoin. Pour nous, ça n'a aucun intérêt de payer. Tous les Bitcoins de payer en Bitcoin, ça n'a aucun intérêt pour nous. Mais pour les touristes étrangers qui n'ont pas d'euros, bah écoutez, pourquoi pas. Printemps à Paris accepte les crypto-monnaies, c'est un petit coup marketing et c'est pas tant utilisé que ça. Déjà, c'est faux. C'est-à-dire qu'il existe des sociétés qui sont justement enregistrées et régulées en France et qui proposent des cartes de débit qui permettent de dépenser sa crypto-monnaie. Que ce soit des cartes Visa ou que ce soit des cartes Mastercard, des entreprises françaises ou à l'international, dépenser ses crypto-monnaies et payer partout, même dans des magasins qui n'acceptent pas directement la crypto-monnaie, mais qui vont recevoir une compensation en euros, c'est très facile et c'est très accessible. Ce qui est plus rare, en effet, ce sont les personnes qui acceptent directement Bitcoin et les crypto-monnaies. En tout cas, il n'est pas, et surtout il n'est plus aujourd'hui, difficile de dépenser ces crypto-monnaies afin de réaliser certains paiements de la vie de tous les jours. Il est là le véritable intérêt du Bitcoin. Si vous vivez dans un pays où la monnaie est très faible, par exemple la Turquie, l'Argentine, bah franchement, mieux vaut avoir ses économies placées en Bitcoin plutôt que dans un peso argentin qui ne cesse de perdre de sa valeur. Donc vous voyez le Bitcoin, tout doucement, il est en train de s'installer dans le paysage économique. Et c'est là où on doit le reconnaître, il y a quand même une évolution du discours. On termine cette intervention et les différents points que j'ai relevés par quelque chose de factuel, de vrai. Bitcoin n'est pas simplement un moyen de paiement pour certains, c'est bien d'autres choses et c'est surtout un moyen de se protéger et de conserver de la valeur, surtout vis-à-vis d'une monnaie qui se déprécie fortement. Aujourd'hui, plus d'un tiers de la planète n'est pas bancarisé. Si pour nous des paiements rapides, des paiements sans contact avec des comptes bancaires et des cartes de crédit, ça semble évident et ça fait partie du paysage aujourd'hui, ce n'est pas le cas partout dans le monde. Pour certaines personnes, Bitcoin c'est une protection. Pour d'autres, c'est l'inclusion financière et une capacité de faire circuler de la valeur et de réaliser des transactions partout dans le monde à l'ère du numérique. Et si je suis capable de mettre le doigt sur la forme et sur certaines tournures de phrases qui me gênent, il faut être capable de le reconnaître également. Le discours, que ce soit d'Axel de Tarlet ou de la plupart des chaînes qui abordent des fois maladroitement les crypto-monnaies, est quand même en train d'évoluer. Et cette clôture vient quand même légèrement nuancer le propos. Et pour le coup, on finit sur une bonne note. Mon objectif n'est pas de remettre de l'huile sur le feu, mais de souligner certains angles qui ont été pris, qui ne sont peut-être pas neutres, et surtout d'apporter certains faits derrière la vraie technologie qu'est la blockchain et la proposition de valeur de Bitcoin. Et on sait très bien comment ça se passe. Certains médias ont une position particulière vis-à-vis de Bitcoin, la communauté réagit violemment et ça donne pas forcément envie d'ouvrir le débat et d'être constructif. C'est là que j'essaye d'intervenir. Je vais rester attentif aux prochaines prises de parole sur Bitcoin et j'espère que le traitement de ce sujet continuera d'évoluer dans la bonne direction. Les crypto-monnaies arrivent, c'est un sujet qui est commun et qui ne l'était pas il y a quelques années et cette révolution se fera avec ou sans nous. C'est pas simplement que le train va passer mais c'est qu'il passe déjà et il ne faut pas systématiquement être fermé à toute innovation et il faut accepter de traiter un sujet avec ses bons et ses mauvais côtés sans regarder uniquement un seul côté de la pièce. Je m'appelle Owen Simonin, je crée du contenu depuis plus de 7 ans sur ce sujet. Je suis passionné par ce que la blockchain et les crypto-monnaies ont à offrir et j'essaye de toujours vulgariser et simplifier ces sujets qui peuvent paraître barbares de l'extérieur quand on ne les connaît pas. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. J'ai évidemment pas pu réagir sur tout et on peut également interpréter certaines choses et c'était pas mon objectif de faire un sujet d'1h30. Vous avez toutes les informations qu'il vous faut en commentaire et vous pouvez revoir ce passage avec le lien que je vous mets dans la description de la vidéo.